Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et à mes côtés, eh bien ce soir j'ai un invité exceptionnel, je dirais même un invité de marque. Il s'agit de Pascal Riolo. Pascal Riolo est médium, voyant, conférencier, auteur de nombreux livres dédiés au paranormal. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Pascal a vécu des événements bien plus que troublants, je dirais même pour certains effrayants. Une chose est sûre, vous n'allez pas bien dormir ce soir. Alors Pascal, merci déjà. Merci à toi Gilles. C'est vraiment un honneur de te recevoir ici dans mon studio. Alors ce soir, tu vas nous raconter tes histoires les plus effrayantes. Des événements qui se sont produits dans ta vie, dont tu te souviendras toujours. Et qui sont vraiment ancrés dans ta mémoire. Mais avant de se lancer dans les histoires les plus horrifiques de Pascal, moi j'ai d'abord envie de connaître un petit peu ton avis sur le paranormal. Quel est ton lien avec le paranormal? Alors, la première chose, c'est que le paranormal, qu'est-ce que c'est? Le paranormal, c'est vraiment tout ce qui n'est pas reproductible, scientifiquement explicable. On va dire que c'est une science, mais une pseudo-science, qui regroupe les phénomènes inexpliqués les plus insolites, les plus incroyables qui existent. Et dedans, évidemment, on parle de télépathie, on parle d'intuition, mais on peut aussi parler de tout ce qui se rapporte à des déplacements d'objets, l'existence des fantômes, les apparitions, les dames blanches, les exorcismes. En fait, c'est très vaste. Disons que Dressoir, en 1889, a créé le mot parapsychologie. Et évidemment, il y a un dérivé avec paranormal. Et celui-ci a créé ce terme pour donner, on va dire, un sens, une explication la plus plausible à tous ces phénomènes dits irrationnels. Alors maintenant, on y croit, on n'y croit pas, c'est toujours le problème. À chacun d'y voir son intention et de ressentir ce qu'il y a au fond de lui. Moi personnellement, c'est pas que j'ai choisi d'y croire, j'ai été obligé d'y croire depuis ma plus tendre enfance. Il faut savoir que je n'ai pas forcément été baigné dans une atmosphère paranormale, puisque dans mon environnement familial, personne ne consulte de voyants, de médiums. Personne n'a des capacités de ce type. Je suis né avec ces capacités depuis ma plus tendre enfance. Et donc, je n'ai pas été, comment dire, manipulé entre guillemets par des films d'horreur ou autres, parce que on ne regardait pas du tout à la maison. La seule chose, c'est que j'ai développé cette capacité paranormale de pouvoir anticiper des événements, mais également de ressentir des choses en provenance des défunts, mais également en provenance de sensations, de ressentis qui viennent de moi face à des événements qui doivent se concrétiser dans les heures ou dans les jours ou dans les mois qui viennent. Quand tu vis une expérience insolite, telle que par exemple une apparition, eh bien la personne, elle ne se pose même plus la question de savoir s'il faut y croire ou non. C'est quelque chose qui est ancré en toi jusqu'à la fin de ton existence. Donc le paranormal, on va dire que ce sont des faits réels, authentiques, qui arrivent du jour au lendemain. Tu ne sais pas où ça peut arriver, tu ne sais pas pourquoi ça arrive, mais quand tu les vis, tu te rends compte que tout ce que tu as appris est remis en question, parce que la science dite logique et cartésienne explique que 1 + 1 = 2, mais le paranormal, lui, il ouvre des portes et il dit qu'il y a autre chose qui dépasse le raisonnement de la biologie, de la physique et bien d'autres. On va plus loin. Le préfixe para signifie à côté de la réalité. Voilà le paranormal. Incroyable. Tu as donc ces capacités extrasensorielles depuis que tu es tout petit. Est-ce que tu te rappelles du premier événement qui s'est passé dans ta vie où tu t'es dit « Ok, là, c'est pas normal, justement ». Alors, le tout premier événement, c'est un événement dont moi, personnellement, je me souviens en partie, mais pas entièrement. Il y a très longtemps, je devais avoir à peu près 6-7 ans, mais pas beaucoup plus. Ma maman m'amène à l'école, et lorsqu'elle m'amène à l'école, voilà, il y avait à peu près 500 mètres entre ma maison et l'école, et je m'arrête à mi-parcours devant le stationnement d'une voiture. Ma maman me dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je dis « Regarde maman, regarde la voiture, elle est cassée. Regarde, elle est cassée. » Ma maman voit la voiture, mais ma mère voit une voiture blinquante neuve qui était bien stationnée sur le trottoir. Et moi, je voyais la même chose, mais la voiture, je la voyais accidentée. Et je dis « Maman, regarde. » Mais elle me dit « Pascal, elle me dit « Mais pourquoi est-ce que tu dis que la voiture est cassée ?» Je dis « Mais regarde, tu ne vois pas ?» Et ma mère ne comprend pas ce qui m'arrive. Elle est troublée, elle est perplexe. Ma maman me dit « Allez Pascal, viens, on va arriver en retard à l'école. » Donc elle écourte la conversation. Je vais à l'école et figure-toi que sur le temps de midi, ma maman vient me rechercher. On repasse devant cette voiture. La voiture, évidemment, est toujours là. Moi, je ne m'arrête plus du tout. Mais là, c'est ma maman qui s'arrête.
devant la voiture. Et la voiture était accidentée. Donc la personne avait eu un accident. Et là, ça a été probablement ma plus grande première expérience avec le paranormal. J'ai anticipé quelques heures plus tôt un accident. Ma maman a été marquée par ça parce que ma famille n'était pas du tout ouverte au paranormal. En fait, ils n'avaient rien de contre, mais c'était pas leur tasse de thé, tu vois. Ils ne baignaient pas dans cette atmosphère. Et donc, à partir de là, disons que ma maman, mais aussi les institutrices d'école, les gardiennes d'école, ont commencé à assister à des choses troublantes. Par exemple, un jour, j'arrête une institutrice, mais qui n'était pas mon institutrice. Je lui dis, mais madame, comment est-ce que ça se fait que la semaine prochaine, je vais aller avec vous dans votre classe? Et elle me dit, elle me dit, je ne sais pas qu'elle me dit. Attends, qu'elle me dit, je vais aller demander à ta maîtresse d'école. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va trouver sa collègue, ma maîtresse d'école. J'entends parce que j'étais tout près. Elle lui dit, mais la semaine prochaine, tu n'es pas là? Bah, elle dit si, qu'elle dit pourquoi? Parce que le petit Pascal vient de me dire que la semaine prochaine, il va venir dans ma classe. Et en fait, elles rient toutes les deux ensemble. Moi, tu vois, j'ai assisté à ça. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu as dit ça? Parce que en réalité, personne ne m'avait insufflé cette information, mais je le savais profondément au fond de moi. La semaine d'après, évidemment, arrive, et que se passe-t-il? Mon institutrice a eu un incident, elle a eu un problème médical. Les enfants ont été dispatchés à gauche et droite dans différentes classes, et j'ai fini dans la classe de cette institutrice en question. Et cette institutrice est revenue vers moi, et m'a dit le premier jour, Pascal, je voudrais te poser une question. Comment as-tu su que ta maîtresse d'école serait absente? Évidemment, j'ai pas su lui répondre. Ah oui. Voilà, et j'ai vécu toute ma vie dans l'anticipation d'événements. C'est dingue. Eh bien, je pourrais en parler des heures et des heures, mais aujourd'hui, Pascal, tu es surtout là pour nous faire peur. Pour la petite anecdote, j'ai tourné plusieurs émissions de télévision avec Pascal, et lors d'un tournage en Hollande, on roulait ensemble dans la même voiture, et Pascal m'a raconté une des histoires qu'il va vous expliquer aujourd'hui, et cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, elle m'a vraiment marquée, et elle m'a fait très peur à l'époque, donc je tenais vraiment à ce que Pascal vous la raconte aussi, parce qu'elle est juste hallucinante. Mais donc voilà, Pascal, je te laisse nous raconter tes histoires, ce qui s'est passé dans ta vie et qui t'a vraiment effrayé. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Eh bien, on va commencer alors avec cette histoire dont tu viens de faire l'introduction. On démarre fort. Voilà, il y a plusieurs années, donc j'avais à l'époque à peu près 16-17 ans, donc ça remonte maintenant à très loin. J'ai un ami de la famille qui me dit, Pascal, voilà, j'ai quelque chose à te dire, à t'expliquer. Je sais que tu es fan de paranormal, donc je te rapporte une histoire, mais c'est une histoire réelle, c'est une histoire vraie. Maintenant, voilà, je vais te l'expliquer, mais sache que si toi-même tu veux venir voir, on peut aller voir ce fameux cas. Et je lui dis, voilà, je t'écoute, explique-moi un petit peu ce qui se passe. Et il me dit, voilà, je connais des gens, des personnes, je les connais même très très bien, ce sont des personnes formidables, c'est une très très belle famille. Et donc, il y a le papa, il y a la maman, et il y a deux filles. La fille aînée a commencé à présenter des difficultés, des soucis du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle entendait des voix, elle entendait des bruits la nuit dans sa chambre. Elle assistait à des manifestations multiples dans le cadre du paranormal, mais il n'y avait qu'elle qui percevait en tout cas ces phénomènes. Donc, ni la sœur, ni la maman, ni le papa ne voyaient quoi que ce soit, ils n'assistaient à aucun phénomène particulier. Sauf que les phénomènes, au fur et à mesure où le temps a passé, se sont accentués et ont évolué de plus en plus vers, on va dire, des manifestations d'un grade supérieur à la normale. Et là, c'était des lumières qui s'allumaient dans la chambre, toujours de cette jeune fille. C'était des tiroirs qui s'ouvraient tout seuls. Et de là est arrivé des phénomènes qui se sont étendus à l'ensemble de la maison. Donc, pour finir, sa sœur, sa maman et puis le papa ont commencé à assister à des phénomènes troublants. Mais voilà, des phénomènes qui ne relèvent pas en tout cas de la normalité de ce qui peut se passer dans une maison. Que s'est-il passé ? La maman, ne connaissant personne, n'ayant pas d'amis ou autres dans le secteur du paranormal, s'est dirigée sur le prêtre du village. Le prêtre est arrivé, a donné toute une série de bénédictions à l'intérieur de cette demeure. Le problème, c'est que les phénomènes se sont empirés d'une manière majeure. Et à la suite de ça, la jeune fille a commencé à présenter des pathologies que la médecine pourrait peut-être confondre avec de la schizophrénie, des troubles obsessionnels compulsifs, etc. Mais ça n'en était pas. Je répète, il y avait ces phénomènes, mais il y avait aussi tous les physiques autour de cette personne. Alors le médecin de famille
est au courant, l'infirmière de la famille est au courant. Toute une série de personnes commencent à avoir son de ce qui se passe dans cette famille. Et donc, tu sais, ça fait vite boule de neige, différentes personnes sont au courant et on en parle. Et plus on en parle, plus le phénomène, lui, s'aggrave. Parfois, dans sa chambre, elle subit des pressions, elle subit des violences physiques et les parents assistent à ça, médusés, ne savent pas quoi faire. Tout a été tenté, la jeune fille a même eu une hospitalisation. C'était très difficile à expliquer, la science ne pouvait pas expliquer ce qui lui arrivait. Jusqu'au jour où il m'a tellement mis dans l'intrigue, j'ai voulu voir par moi-même et je suis allé sur place. Tu dois savoir que quand je suis arrivé dans la rue, or que je n'avais jamais mis les pieds dans cette maison, je lui ai dit « c'est la maison du fond ». Il me dit « mais Pascal, tu es au courant, tu es déjà venu ?» Je dis « non ». Mais il me dit « mais comment est-ce que tu peux me dire que c'est cette maison-là » Je dis « je ne sais pas ». Je dis « mais je sais que c'est cette maison-là, il y a quelque chose, je le sens ». Alors lui a été très interpellé parce qu'il le savait que je n'avais pas pu mettre les pieds dans cette maison, je ne pouvais pas être au courant de quelque manière que ce soit de ce qui se passait dans cette maison. En fait, je connaissais même pas la rue, donc voilà, je ne connaissais rien. En rentrant dans la maison, il faut savoir que nous sommes dans la période qui se situe approximativement entre la fin du printemps et été. Et cette année-là, il faisait très chaud, mais vraiment très chaud. En rentrant dans la maison, je sens directement l'atmosphère qui change. On est dans une maison où il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les voyants médiums ne peuvent malheureusement que l'expliquer, mais on ne sait pas le démontrer sur papier. C'est un ressenti que l'on a au fond de nous. Les personnes qui nous écoutent pour le moment sauront de quoi je parle. Je rentre dans cette demeure et il y a un long couloir. Il y a un monsieur devant la chambre et je vais saluer différentes personnes qui étaient dans la cuisine. Tout le monde était content de me voir puisque j'étais la seule référence du paranormal qu'il connaissait puisqu'il n'avait aucun lien avec qui que ce soit. Et il m'explique. Alors moi j'étais très jeune, je répète, j'avais 16-17 ans à l'époque, mais j'étais extrêmement passionné par tous ces phénomènes, mais je n'avais encore jamais vraiment assisté à quelque chose de massif comme je l'ai vu, en tout cas là, ce jour-là. Jill, lorsque je rentre dans la chambre, or que nous étions fin du printemps-été, la température de la pièce, pour moi, on était soit à -0 ou à 0. Ouf. Il gelait dans la pièce. Et donc, je vois mon air, je vois cette condensation, et là je prends peur parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Et je vois cette jeune fille sur son lit. Elle semblait en tout cas dormir, donc je ne me suis pas trop approché. J'ai vraiment eu très peur. J'ai eu une panique, une peur horrible, parce que j'ai vu son corps léviter de 10 à 15 cm à la surface de son matelas. Alors, je sais, c'est incroyable, moi-même je le dis, c'est complètement fou parce que je l'ai vécu. Il n'y avait aucun trucage, absolument pas. Je répète, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien du tout, on est vraiment chez des gens normaux. Et là, cette jeune fille était sous l'emprise de quelque chose. À la suite de ça, j'ai voulu sortir de cette pièce parce que je pouvais pas rester. Je n'avais jamais vu une telle chose de toute ma vie. J'ai été confronté d'une manière violente et insoupçonnée à quelque chose qu'on ne voyait finalement qu'à la télévision, que dans les films d'horreur. Exactement. Sauf que j'ai pu me rendre compte que les films d'horreur, c'est une chose et la réalité en est une autre. Alors, sur ma longue carrière dans le paranormal, ce genre de choses, je ne l'ai vu que 2 fois. Donc, sur des milliers d'enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, je n'ai assisté que 2 fois à une situation de lévitation. Bref, cette jeune fille était comme, qui dirait, possédée par une énergie troublante. Cette énergie en question a pu être dissipée, elle a pu partir. Voilà, j'ai donné des conseils, j'ai expliqué ce qu'il fallait faire. Néanmoins, les personnes qui ont vécu ce drame, dont la principale intéressée, c'était cette jeune fille, le papa, la maman n'ont absolument plus voulu rester dans cette maison, même qu'il n'y avait plus rien. Ils ont eu un choc d'une intensité, d'une violence extrême. Leur but était de partir et de mener une autre vie. Donc ils sont partis à l'étranger, ils ont reconstruit leur vie. Et moi, évidemment, cette histoire, elle est restée dans ma tête parce que ça a été l'une de mes premières confrontations jamais vécues avec le paranormal. Est-ce qu'ils ont su, à un moment donné, est-ce que c'était cette maison? Est-ce que c'était quelque chose qu'elle avait ramené chez elle? Ce que l'on soupçonne, d'après
certaines informations qui ont été données de la part de certaines de ses copines de l'époque, qu'elle aurait visiblement joué avec du Ouija, mais sans aucune protection, en ne connaissant absolument rien, en ne procédant à aucun rituel de protection pour manipuler ce genre de choses. Pascal, merci beaucoup pour cette première histoire. C'est parti pour la deuxième. Alors la deuxième, c'est une exclusivité pour toi aujourd'hui parce que cette histoire figure dans mon livre Fantôme. Ok, qui est juste ici. Oui. On en parlera d'ailleurs à la fin. Alors, Fantôme, c'est un livre dans lequel sont répertoriées des histoires folles. Et il y a dedans l'histoire de Louise. Louise et son trésor. Louise, en fait, c'est une petite fille de 9-10 ans. Elle vit avec son frère et sa sœur. Alors, il y a le papa, il y a la maman. Cette petite famille vit en harmonie et ont voulu partir dans l'authenticité. Ils ont voulu vivre une qualité de vie, on va dire meilleure, tout simplement. Ils sont partis en France. Ils ont acheté un ancien corps de ferme. Beaucoup de travaux, tu peux te l'imaginer, puisque la bâtisse était très ancienne. La famille s'est installée, les enfants ont chacun une chambre. Il y a un très grand salon, salle à manger. Il y a une très ancienne cheminée, mais le problème c'est que cette cheminée, il fallait absolument l'abattre. Parce que c'était une pièce défectueuse, ça ne chauffait plus très bien, ça n'allait plus. Bref, le papa décide d'abattre la cheminée avec Élodie, sa femme, et un voisin qui était venu en renfort pour effectuer ces fameux travaux. Arrivé vers 15-16 heures, les enfants reviennent de l'école, les deux frères et sœurs partent jouer dans les nombreuses terres qui entourent cette maison, et quant à Louise, se trouve au milieu des travaux. Là, c'est le papa qui parle. Le papa me dit: elle était presque braquée, son regard était fixe, elle cherchait quelque chose. Mais quoi? Son papa lui dit: Louise, va jouer dehors avec tes frères et sœurs, ne reste pas ici, il y a trop de poussière. Oui, je vais y aller. Sauf que Louise reste dans cette pièce et au bout de peut-être une vingtaine de minutes, elle met la main sur une toute petite boîte en bois et elle dit: papa, maman, regardez, j'ai trouvé un trésor. Cette petite avait réellement trouvé quelque chose, donc c'était pas une blague, c'était pas une pierre, c'était une boîte. Et quand on agitait la boîte, on entendait un petit bruit. Alors la maman Élodie est stupéfaite et elle dit: Élodie, mais t'as peut-être trouvé un trésor, il y a peut-être de l'or, il y a peut-être une bague, il y a peut-être un lingot d'or. Alors évidemment le papa lui espérait que c'était un lingot d'or, donc c'est la grande intrigue, les travaux s'arrêtent et tout le monde décide d'ouvrir la boîte par tous les moyens possibles et imaginables. Sauf que la boîte, avec l'usure du temps, l'humidité, la boîte elle s'est soudée, impossible de l'ouvrir. Le papa décide malheureusement de fendre cette très jolie petite boîte faite par un artisan, et lorsqu'il la fend, alors tout le monde est en train d'essayer d'observer pour voir si on trouve quelque chose, mais il n'y a pas d'or dedans. Il n'y a absolument pas de lingot ou de bague ou de quoi que ce soit. Il y a à l'intérieur quelque chose de blanc, des petits points blancs. Qu'est-ce que c'est? Des dents. Oh, horrible. Ce sont des dents. Les dents sont d'un blanc immaculé, tu as compris, ce sont des dents d'enfant. Ce sont des dents de lait. Oh. Il y en avait à peu près entre 6 et 8 de mémoire. Et là, Louise, je veux absolument conserver mon trésor, c'est mon trésor. Le papa dit: écoute Louise, non, on va jeter ça, on ne va pas garder ça. Et la petite a piqué une crise, elle est devenue hystérique. C'était son trésor, elle voulait absolument garder sa trouvaille. Alors devant les crises, les pleurs, Élodie, la maman, dit à son mari: écoute, on va trouver une solution, on va retrouver une petite boîte, on va enfermer ses dents. Elle dit: je suis pas très pour, mais bon, vu que la petite y tient, on va lui laisser son petit cadeau, sa petite trouvaille, son petit trésor. Rien de tel que quelques dents comme cadeau finalement. Voilà, finalement. Et donc, la petite, voilà, elle stocke sa nouvelle petite boîte et elle était tellement fière, elle était tellement contente de ce qu'elle avait trouvé. L'histoire s'arrête là, c'est-à-dire que on reconstruit la cheminée quelques jours plus tard. Voilà, le salon, salle à manger redevient une pièce habitable et tout va bien. 10-15 jours plus tard, après la trouvaille de cette petite boîte, les premiers phénomènes se manifestent. En pleine nuit, le papa entend sur le plancher quelqu'un marcher. Convaincu qu'il s'agissait d'un enfant, il n'a pas trop prêté attention, mais le lendemain matin au petit déjeuner, le papa dit: tiens, à propos, c'est lequel d'entre vous qui est allé à la toilette cette nuit? Parce que je vous ai entendu. Et personne
ne prend parole. Le papa est convaincu qu'un enfant est allé à la toilette et à la limite ne s'en souvient même pas. 2-3 jours plus tard, le phénomène se reproduit, mais là, le papa décide de se lever. Il se dirige au niveau du palier, donc c'était un grand palier avec du plancher au sol. Il entend des pas, mais il ne voit personne. Il se dirige vers les chambres, les enfants étaient bien installés dans leur lit, il dormait paisiblement, il revient dans la chambre et sa femme lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Écoute, j'ai entendu un bruit, j'ai cru que j'avais entendu marcher un enfant, mais c'est pas ça. » Il dit « Je ne sais pas, c'est le plancher qui craque. » L'histoire, encore une fois, se termine là. Petit déjeuner, il n'en parle pas. 2-3 jours après, les incidents commencent à se multiplier et devenir plus important. Encore une fois en pleine nuit, cette fois-ci c'est Elodie, la maman de Louise, qui entend un bruit. Elle a voulu descendre pour voir un petit peu si quelque chose s'était produit. Est-ce que c'était un voleur ou autre? Rien du tout. La seule chose, c'est qu'elle trouve la porte du frigo ouverte. Elodie commence à se poser des questions. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses étranges dans cette maison, mais elle décide quand même d'en parler à sa maman. Sa maman qui me connaît. Donc la grand-mère de Louise s'interroge, se pose des questions, elle se dit tiens, c'est quand même pas normal tout ça, je vais prendre contact avec Pascal en Belgique. Donc cette dame fait une longue route, elle vient me voir et elle me donne une photo de tous les enfants, de tous les occupants de cette maison. Et là je me concentre sur chacune des photos et j'écarte très rapidement les parents, le frère de Louise, sa sœur, mais je conserve la photo de la petite Louise. Et lorsque j'ai cette photo en main, je lui dis, il y a quelque chose qui se passe entre la maison, Louise, j'ai l'impression qu'il y a un courant, il y a une porte qui s'est ouverte. Et elle me dit, mais une porte de quel genre? Je sens la présence de quelque chose dans la maison. Je lui dis, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on a offert quelque chose à Louise, ou alors qu'on a donné quelque chose à Louise, il y a un lien avec la petite. Et la grand-mère me dit, mais on lui aurait offert quoi? Ben, je dis, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais justement, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on a offert récemment à la petite Louise? Elle me dit, je ne vois pas qu'elle me dit, je n'ai rien vu de spécial. Elle me dit, mais vous faites allusion à jouer, à une poupée? Je dis, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire. Je sais que c'est quelque chose que la petite a maintenant qu'elle n'avait pas il y a quelque temps. La grand-mère, ne vivant pas sous le même toit, repart en France et explique à sa fille la consultation et cette personne lui dit, écoute, réfléchis, qu'est-ce qu'on a offert à Louise? Et la maman ne voyait pas. Elle ne voyait pas et elle ne pensait absolument pas à ce que tout le monde aurait pensé. Évidemment. C'est les dents. Les dents. La fameuse petite boîte. Alors, le mari revient du travail, il repense aux dents. Il va dans la cuisine et dit à sa femme, écoute Elodie, je crois que tu es passée à côté d'une information importante. Qu'est-ce que la petite a trouvé il n'y a pas longtemps? Les dents. Les parents font comme si de rien n'était et voilà, ils ont prévu en tout cas d'en reparler à la maman d'Elodie, mais l'histoire s'arrête là, tout le monde va se coucher, le drame commence. Ah non. En fait, en pleine nuit, donc approximativement vers 1h du matin, Elodie est réveillée de pied ferme. Elle entend un bruit monstrueux. Son mari se réveille. Même chose. La petite Louise hurle dans son lit et curieusement les deux autres enfants n'entendent rien et dorment comme des loirs dans leur lit. La description de ce que les parents m'ont expliqué, c'est comme si tu traînais un meuble de 100 kg sur du plancher en bois. Donc imagine-toi le bruit que ça peut créer. Il y a un vacarme terrible, eux ne pensent même pas du paranormal à ce moment, ils se disent... Il y a quelqu'un dans la maison. Il y a quelqu'un dans la maison. Et les autres enfants sont chacun dans leur chambre et ils dorment quoi. Exactement, tout à fait. Mais la petite Louise, curieusement, elle est éveillée par le bruit. Ah ouais, bah oui, bien sûr. C'est ça qui est très troublant. Maman attrape Louise parce qu'elle hurlait comme une possédée. Ils descendent de l'escalier, mais 4 à 4. Et qu'est-ce qui se passe? Ils allument la lumière du salon, le grand salon salle à manger, dans laquelle il y avait leur salle à manger. Et là, ça a été la stupéfaction. Donc on a deux personnes qui n'ont rien vécu dans la partie paranormale. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la table de la salle à manger, donc une grande table en bois. Les chaises, les 8 chaises qui entouraient cette table de salle à manger sont entreposées Oh, quelle horreur! les unes sur les autres. Il y en a 8
côte à côte, c'était fait de manière chirurgicale, c'est-à-dire que le positionnement était mis en équilibre. Si on aurait voulu, on n'aurait pas pu faire la même chose. C'était impossible. Ces chaises étaient collées l'une à l'autre, elles étaient pas en lévitation du coup, mais elles étaient suspendues les unes aux autres. 8 chaises. Et là, évidemment, lorsque la scène se passe, le papa, la maman sont bras et jambes coupés parce qu'ils se rendent compte que quelqu'un a fait ça. Mais qui? Ils sont tétanisés. Ils vont dans une autre pièce, dans le salon salle à manger. Il y a, alors que toutes les lampes sont allumées, une apparition qui se matérialise devant eux. Il s'agit d'une petite fille. Une petite fille, d'après leur dire, âgée de 8 à 10 ans, les cheveux bruns, ébouriffés, de longs cheveux. La tenue vestimentaire était celle d'une longue robe blanche, un tissu très épais qui traînait jusque par terre. La petite fille ne les regardait pas. Ils m'ont dit, on ne sait pas si elle savait qu'on était là ou pas, ou alors si elle faisait semblant de ne pas nous voir. Toujours est-il qu'elle a marché à peu près 2 mètres, mais on ne voyait pas ses pieds. Okay. On ne voyait que cette fameuse robe. Elle s'est déplacée sur une distance de 2 mètres pour disparaître. Alors là, on est en pleine nuit. Ils font en vitesse les valises, ils quittent la maison. C'était impossible pour eux de rester dans une ambiance pareille, confrontés pour la première fois de leur vie à l'apparition d'un fantôme. La petite, elle, a vu cette petite fille. Et ça rappelle évidemment encore aujourd'hui, parce que c'est inoubliable. Ce genre d'expérience marque les consciences. Et là, en fait, ils sont partis chez la maman d'Élodie, en pleine nuit. Elle les a hébergés. Ils sont restés plusieurs jours à l'intérieur de la maison de la maman d'Élodie. Ils sont revenus me voir en Belgique. Ils m'ont montré les photos de ces chaises suspendues. C'était effrayant, vraiment. Et là, je leur ai expliqué que ce que j'avais ressenti, c'était effectivement les dents. Tout le problème provenait de là. C'est-à-dire que quelqu'un avait caché, il y a quelques siècles, cette petite boîte contenant ces fameuses dents. Bon, ben, sans le vouloir, évidemment, ils ont déstabilisé l'équilibre, toutes les énergies de cette maison. Ils ont ouvert la boîte, ils ont été en contact avec la relique de ce qui a appartenu à quelqu'un, de décédé fatalement. Et en plus, un élément physique de la personne, quoi. Donc c'est encore plus fort qu'un objet. Exactement. Bon, il faut savoir que, voilà, ces dents de lait, il y a 2 explications possibles. Soit c'était un souvenir, quelqu'un les a mises dans la maçonnerie de cette cheminée, soit l'enfant est peut-être décédé et quelqu'un a voulu conserver les dents en souvenir. On ne le saura jamais. Horrible. Toujours est-il que quand ils ont trouvé cette boîte, que la boîte a été ouverte, ils ont libéré l'esprit enfermé dans la cheminée. Cet enfant, en fait, s'est matérialisé, a repris vie à l'intérieur de cette maison qui était probablement la sienne. Je leur ai expliqué qu'il fallait absolument prendre cette boîte contenant les dents, aller dans un cimetière le plus vite possible, mais là-bas. Et là, en fait, les dents ont été enterrées, de l'eau bénite a été aspergée dessus. Ils ont fait plusieurs prières, plusieurs rituels de prière. Alors ils ont brûlé évidemment du Palo Santo, tous les encens adéquats pour pouvoir purifier la maison. Et du jour au lendemain, il ne s'est plus rien passé. Je leur ai expliqué que parfois, un fantôme, ça fait souvent peur. Pourquoi? Parce que, voilà, les films d'horreur, les livres, on décrit les fantômes comme quelque chose de négatif. Mais en définitive, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Un fantôme, c'est juste une entité d'une personne décédée. C'est la continuité de l'âme après la mort physique. Ce qui ne disparaît jamais, c'est l'âme. C'est cette entité qui, elle, va rester présente, soit autour de nous ou dans un autre monde. Alors, pour une raison qu'on ignore, cette petite fille était probablement en détresse, mais aujourd'hui, l'âme de cette petite fille a trouvé le repos. Néanmoins, les marques, elles sont là. Cette famille a été confrontée à quelque chose d'incroyable. Oh là là! Quelle angoisse. Ah mais le truc des chaises, ça c'est vraiment... ça doit être tellement horrible, tu sais. C'est comme souvent quand quelqu'un rentre dans la cuisine et que d'une minute à l'autre, t'as toutes les portes et tous les tiroirs de la cuisine qui sont ouverts alors que quand t'avais quitté la pièce, tout était fermé. Exact. Ça c'est ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça dans ton quotidien? D'arriver dans une pièce où des choses avaient bougé, mais alors vraiment de manière significative, genre toutes les armoires elles sont ouvertes, ou bien t'as un meuble qui a carrément bougé de place dans la pièce. Est-ce que toi tu l'as déjà vécu personnellement? Alors je l'ai non seulement vécu personnellement,
personnellement, je le vis encore personnellement quasiment tout le temps. Il n'y a pas en réalité 10 jours sans qu'il ne se passe des phénomènes de ce genre chez moi. Mais je l'ai vécu évidemment aussi partout dans le monde, partout là où je suis allé, que ce soit au Népal, au Tibet, au Bhoutan, au Sikkim, au Ladakh, partout. J'ai mis les pieds dans des endroits historiques où se sont déroulées des choses folles. Et là, on parle de cris, on parle de bruit. Souvent, les témoins qui m'ont accompagné ont vu la même chose. J'ai pas mal de personnes qui ont assisté à ces phénomènes. Et un jour, il y a très longtemps, j'avais un ami qui était venu dormir chez moi et celui-ci adorait que je lui raconte des histoires sur le paranormal et il me dit: Pascal, je vais dormir chez toi aujourd'hui. Est-ce qu'il va se passer des choses? Est-ce que je vais vivre un phénomène inexpliqué? Et je lui dis: écoute, je ne sais pas. Je dis: mais si réellement tu veux qu'il se passe quelque chose, demande et ça va se passer. Il me dit: tu sais quoi? Il me dit: je vais le faire devant toi. Et donc il demande aux esprits de se manifester comme il est avec moi. Il leur dit: voilà, manifestez-vous de quelque manière que ce soit. Et aux alentours de 3h du matin, on a entendu, mais clairement, des bruits de chaînes qui provenaient de la maison, mais d'où est-ce qu'elles venaient ces chaînes? On n'en savait rien. Mais lui, aujourd'hui, encore maintenant, s'en rappelle plus de 35 années après. Il s'en souvient encore aujourd'hui. Comment est-ce que tu expliques que ce genre de phénomènes se produisent principalement la nuit et souvent à 3h du matin? Est-ce qu'il y a une explication sur le fait que ça se passe toujours à ce moment-là? C'est-à-dire qu'entre 1h du matin et 3h du matin, ce sont les heures les plus sensibles au niveau des heures, au niveau astrologique, au niveau numérologique. Ce sont les moments où les esprits sont les plus vifs, les plus sensibles par rapport en fait avec les phases lunaires. Ok. Donc fatalement, pour avoir le plus de résultats, c'est entre 1h et 3h du matin. Mais on peut aussi assister à des phénomènes à 10h du soir comme le matin à 7h du matin, tu vois. Donc il n'y a pas de règle. Mais c'est vrai que ces heures sont particulièrement sensibles. Est-ce qu'on est, nous, parce que forcément notre esprit est un petit peu induit par Hollywood et par le fait que dans un film d'horreur ça se passe généralement la nuit, est-ce que donc on est plus attentif à ce genre de phénomène quand il se passe dès qu'il fait noir, parce que forcément le fait qu'il fasse noir crée une peur, alors qu'en journée si tu entends un bruit ou un truc tu vas beaucoup moins y prêter attention, alors que c'est peut-être aussi un phénomène d'entité qui se déplace dans la maison ou quelque chose comme ça? C'est une très bonne question, pertinente d'ailleurs. C'est une question qu'on me pose souvent. On me dit: pourquoi est-ce que le noir accentue tout ça? Oui. Il y a une raison toute simple. Lorsque le soir arrive et lorsque la nuit arrive, toutes tes centrales du corps sont mises au repos. Tu es dans une situation de relâche. Tu es beaucoup plus concentré. Ton esprit est beaucoup plus éveillé et à cet instant, ta sensibilité devient beaucoup plus forte. Elle serait peut-être même décuplée. Et fatalement, lorsque ta sensibilité est forte, tu peux canaliser d'une manière ou d'une autre beaucoup plus les événements. Certains événements identiques se produisent de jour et de nuit. La nuit, tu les sens, tu les vois. Le jour, tu ne les verras pas. C'est à cause d'un problème de concentration. Ton esprit de journée est tout simplement occupé par 10 000 choses. Tu as les enfants, tu as les animaux, tu as les voitures qui passent, tu as la télévision qui est allumée, tu as le téléphone. On est tous évidemment interconnectés à quelque chose. Donc nos fréquences vibratoires, elles, sont beaucoup moins sensibles. Donc tu es moins réceptif. Tout simplement. Alors Pascal, je te propose de nous raconter une dernière histoire pour aujourd'hui. Je sais que tu en as encore beaucoup d'autres dans ta petite besace, mais aujourd'hui malheureusement, évidemment on ne peut pas en faire plus. Mais donc voilà, je te propose de nous raconter une dernière histoire qui t'a vraiment marqué. Alors la dernière histoire, elle est incroyable. Il s'agit en fait de mon amie Paola Harris qui est aux États-Unis. C'est une journaliste spécialisée sur tout ce qui est ufologie et phénomènes inexpliqués. Pour la petite anecdote, Paola, à la base, encore une fois, ne croit en rien. Et celle-ci, en 1977, décide de faire un petit week-end sympathique avec son mari de l'époque. Il décide en fait d'aller dans un hôtel, en l'occurrence de Stanley, le fameux Stanley Hotel aux États-Unis. Donc pas très loin des montagnes rocheuses du Colorado. Elle ne croit pas au paranormal à cette époque. Aujourd'hui, évidemment, c'est autre chose. Et lorsqu'on la conduit devant le pas de sa chambre, elle l'ouvre. Elle est la première à rentrer dans la chambre et elle dit: "Oh my God! Mais comme il est beau ce chat!" Et en réalité, le chat qu'elle voit, qui était installé
dans la chambre n'était pas en réalité présent physiquement. C'est-à-dire que le chat s'est désintégré sous ses yeux. Et là, évidemment, elle a eu un choc parce qu'elle ne comprend pas. Son mari n'a rien vu, elle l'a vu. Paola est journaliste, donc elle va tout de suite enquêter dans l'hôtel, elle interroge le personnel et à demi-mot, on lui dit, écoutez, vous ne dites rien, mais voilà. Plusieurs personnes nous ont signalé la présence d'un chat dans l'hôtel, mais également de manifestations paranormales et autres. Paola, à la suite de ça, s'est intéressée au paranormal comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Et aujourd'hui, elle investigue dans le monde entier sur ce genre de problématiques. Ça, c'est aussi une question que je me pose assez souvent et je suis curieuse d'avoir ton avis sur la question. On entend des histoires paranormales et tout ça, on en entend vraiment beaucoup aux États-Unis. Pourtant, on sait que les États-Unis, tels qu'on connaît le pays aujourd'hui, c'est pas très vieux. Les bâtiments sont pas très vieux, tu vois. On entend beaucoup plus souvent des énormes histoires sur des hôtels, sur des hôpitaux hantés, des manoirs, des trucs. Et chez nous, en Europe, alors qu'on a quand même des lieux, des bâtiments, des maisons qui sont beaucoup plus vieux que ceux des États-Unis, on a tant de phénomènes inexpliqués qui se passent aux États-Unis. Tu as les guerres, mais tu as aussi tout ce qui est phénomène culturel. Tu as aussi l'exportation des savoirs comme la culture vaudou, par exemple. Tu sais, à une époque, par exemple, les esclaves se rebellaient contre les blancs, eh bien, à travers des rites et des tas de choses. Tu as aussi les sorcières de Salem, par exemple. En réalité, je vais te dire, plusieurs facteurs peuvent provoquer ça. Tu as aussi la construction de cités sur des anciens cimetières, par exemple. C'est-à-dire que dans le monde entier, l'activité paranormale est présente. Alors, évidemment, ici en Belgique, c'est un petit pays. Bon, ben, il ne peut pas y avoir un patrimoine paranormal gigantesque, mais si tu prends la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, il y a autant d'histoires. La seule chose, c'est que les États-Unis, grand pays, ils ont pour habitude, eh bien, d'adapter au cinéma les histoires vraies, comme par exemple celle de Poltergeist, celle de l'Exorciste, par exemple, un tas d'autres films comme les Conjuring, par exemple. Donc tout ça, c'est issu d'histoires vraies. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des pays où on en parle moins, parce que tout simplement, ça fait partie d'une certaine normalité. Tu parles par exemple de phénomènes comme ceux-là en Italie ou éventuellement en Irlande, ça paraît mais tellement normal, c'est ici que c'est anormal. Pour eux là-bas c'est normal, donc on ne s'arrête pas sur ces sujets parce que ça fait partie de la culture, mais également de ce qu'ils vivent au quotidien. Et on n'en fait pas quelque chose d'horrifique à chaque fois. Voilà, c'est ça. On dit que les États-Unis, ils vont rendre tout de suite la chose super horrifique. Oui, c'est ça. Alors maintenant, la peur, elle est normale, elle est humaine. Moi aussi, j'ai eu peur, très peur même, dans certains moments de ma vie au niveau du paranormal, parce que j'ai assisté à des choses folles, et je peux être encore aujourd'hui à mon âge, être étonné de certaines manifestations. Mais souvenez-vous que quand vous vivez un phénomène comme celui-là, il ne faut absolument pas péter les plombs. Non. Il faut garder la tête froide et se dire que dans l'énorme majorité des cas, physiquement, il ne peut rien nous arriver. Les phénomènes où on s'attaque à soi physiquement, c'est très rare. Ça arrive. Oui, comme toi, tu as eu le cas récemment dans un tournage. Alors je fais vite une très courte aparté là-dessus, mais Pascal a été amené à visiter le château de Farciennes en Belgique, qui est connu pour avoir été habité pendant tout un temps par une famille descendante de Vlad Tepes. C'est ça. Et qui a été, et ça c'est véridique, hein, vous pouvez faire vos recherches, a été retrouvé enterré sous la chapelle du château, qui aujourd'hui est en ruine, hein, avec un pieu enfoncé droit dans leur cœur. Oui, personne n'était au courant de l'existence de ces cercueils. Personne ne savait ça, donc ça a été retrouvé. Et donc, on a en Belgique cette famille qui a été considérée comme étant des vampires. Et pour la sécurité du voisinage, j'ai envie de dire, ils avaient mis un pieu dans les corps de toute cette famille qui a été décimée d'ailleurs au même moment. Hein. Mais donc, revenir à ce qui s'est passé avec Pascal. Alors moi, je n'étais pas sur place lors de ce tournage, mais rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo sur l'homme au chapeau que j'ai pu voir dans la maison de ma grand-mère, chez mon papa, à côté de chez mon papa. Pascal a vu cet homme aussi, cet homme au chapeau, il l'a vu là-bas, dans les ruines du château lorsqu'ils étaient en tournage qui avait lieu en pleine journée, hein, c'était pas du tout un tournage de nuit. Et mes collègues de la chaîne de télé pour laquelle je travaille, qui sont des personnes totalement de confiance, m'ont expliqué ce qui s'est passé sur place et ils m'ont dit, Gilles, c'était hallucinant parce que dans nos écouteurs, on entendait quelqu'un courir sur les surfaces des murs en ruine autour de nous. Et Pascal, à un moment donné, a dit, ok, on s'en va, on quitte les lieux, là, il faut vraiment qu'on parte. Ça a été le premier à quitter les ruines et en sortant, bah, tu m'as raconté et toute l'équipe technique m'a raconté aussi, ils t'ont vu être vraiment
projeté au sol et tu as senti vraiment comme un poids très fort. D'ailleurs, tu as même cru que c'était Laura qui t'attrapait par les épaules. Tu as été projeté au sol, tu as été blessé, parce que tu as quand même été blessé à l'aine, à la jambe et puis à l'épaule. Oui, j'ai gardé des séquelles. Ah oui, j'ai une vraie séquelle à l'épaule, oui. Donc parfois, tu peux quand même avoir une blessure physique liée à ça, quoi. Oui, c'est très rare. Mais c'est rare. C'est très très rare quand ce genre de choses est arrivé, mais voilà, c'est arrivé, surtout quand tu fais ce genre d'exploration dans des lieux où finalement tout peut arriver. Bien sûr, et c'est pour ça que je le répète encore, et j'ai pour habitude de le répéter dans beaucoup de mes vidéos. Vraiment, je vous recommande de ne pas essayer d'aller enquêter avec vos copains et tout ça dans des lieux qui sont abandonnés. Non seulement parce que vous n'avez peut-être pas la protection nécessaire que pour faire face à des événements liés à des entités qui pourraient se produire sur le lieu. Et puis au-delà de ça, l'exploration urbaine en tant que telle dans un lieu qui est abandonné est dangereuse, et d'un point de vue très cartésien et terre à terre, c'est que ce sont des bâtiments qui sont vétustes. On peut passer à travers un sol et descendre de 2 étages. C'est une activité qui est énergétiquement parlant et dans la vraie vie extrêmement dangereuse. Donc je vous le rappelle, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ou si vous le faites, c'est uniquement accompagné de personnes responsables qui connaissent, dont c'est le métier, et qui ne font que ça, ou qui le font depuis des années en étant bien conscients des risques, quoi. Oui, moi je suis très content que tu en parles, Gilles, parce que c'est vraiment important ce que tu vas dire. Écoutez bien, en tout cas pour ceux qui veulent s'aventurer vers quelque chose qui touche en tout cas le paranormal, le simple fait de lire des livres, de vous documenter, de regarder sur internet, de voir des vidéos, il ne peut rien se passer, absolument rien, puisque on est dans l'ordre de l'information, comme maintenant par exemple, il ne peut rien se passer. Et souvent, tu sais, j'ai des gens en commentaire qui me disent, est-ce que je risque quelque chose parce que j'ai écouté ton histoire? Non, c'est impossible, absolument pas. Vous n'allez pas avoir, si on parle ici d'une entité, et même Pascal est arrivé ici en parlant de cette entité qui avait possédé cette jeune fille, l'entité ne va pas venir ici dans ma maison, parce que Pascal en a parlé. Et chez vous, à la maison, derrière votre écran, vous ne risquez absolument rien. Alors certaines personnes relatent bien souvent avoir des ressentis chez eux quand je leur raconte une histoire, ou quand ils regardent une de mes enquêtes, ils vivent parfois vraiment l'enquête physiquement parlant. Ils voient même parfois, pour ceux qui ont un don de médiumnité, justement, certaines personnes voient les entités dans mes vidéos. Oui, mais c'est possible. C'est très possible parce que chacun a une sensibilité, chacun a une aptitude justement à l'hypersensibilité envers le ressenti. Le simple fait de visionner une image, eh bien les gens en fait peuvent, même en m'écoutant, ressentir le phénomène. Parce que la perception, elle est là, mais elle se limite juste à un ressenti. Ça n'ira pas plus loin, donc il n'y aura pas de danger. Non. Bon, et bien Pascal, merci beaucoup, et c'était super intéressant. Et je trouve que au-delà de tes histoires qui, à mon avis, ont dû faire peur à plus d'une personne qui regarde cette vidéo, je trouve que ça a été très intéressant d'aborder l'univers du paranormal avec tes explications, ton ressenti, de reparler vraiment de ces dangers et de quand même faire tout ça avec conscience et de se rendre compte que ça n'est pas un jeu. Si vous avez envie de vous faire peur, vous regardez mes vidéos avec vos potes si vous voulez, mais vraiment je vous déconseille d'aller dans ces lieux. Alors Pascal, évidemment, on peut retrouver ton tout nouveau bouquin, Fantôme. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Je tiens quand même à préciser que Pascal ne m'a absolument pas demandé de parler de son livre. Pascal est arrivé ici à la maison, il m'a dit j'ai un cadeau pour toi, et il m'a tendu son livre, et je lui ai dit ah mais trop bien, on va en parler dans la vidéo. Il m'a dit mais non, c'est juste un cadeau, enfin c'était pas du tout pour que tu en parles. On n'avait pas de promo prévue, on n'a pas de dealé, enfin Pascal n'est pas là pour faire sa promo. C'est vraiment moi, parce que j'ai toujours envie de faire plaisir, et si je peux donner de la visibilité à d'autres personnes, ça me fait toujours chaud au cœur. Donc voilà. Vous allez pouvoir retrouver les livres de Pascal dans la description de cette vidéo. Si vous avez aussi envie de découvrir Pascal, je vous mets son site internet. Et alors, tu as un musée de l'occulte, c'est un musée du paranormal, ici en Belgique. Oui, tout à fait. Le musée donc est le Paranormal History Museum. C'est une énorme première puisque c'est le seul musée en Belgique, mais également en Europe, sur le paranormal et les arts divinatoires. C'est à peu près 33 années aujourd'hui de collection, dans lequel on retrouve des livres inédits, des pendules, les plus vieux tarots, les toutes premières planchettes Ouija. Bref, c'est une collection vraiment unique au monde. Ce musée vous transporte pendant à peu près 1h30 dans un univers insoupçonné aux confins du paranormal. Comment se passe la visite du musée en tant que tel? La visite se fait avec moi parce que... si vous avez envie de rencontrer Pascal, voilà, c'est une occasion unique. La visite se fait avec moi parce que il y a tellement d'objets, il y a tellement de choses. Puis les gens
gens veulent que ce soit moi évidemment qui fasse la visite, donc voilà, c'est moi qui accueille les spectateurs et on part vraiment à la découverte d'objets totalement insolites et inédits. Je dis bien inédits parce que c'est pas des répliques, non, hein, ce sont des véritables objets, donc tu es le seul et l'unique possesseur. Exactement. Incroyable. Je n'ai pas encore été et il me tarde d'aller visiter ton musée, on en avait parlé, je tournerai à mon avis une vidéo dans son musée pour vous le montrer aussi, mais voilà, j'espère que vous serez nombreux à aller le visiter. Pascal, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Jill, c'était un plaisir. Avec plaisir, c'était très chouette. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi et j'espère que vous avez été passionné et effrayé quelque part par les histoires de Pascal. Toutes mes excuses si vous dormez mal ce soir. En tout cas, je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!